Plus tôt dans la matinée, Adjoa avait envoyé la femme de ménage faire une course, car elle ne voulait pas qu'elle la voie partir, ni qu'elle sache où elle allait. Par conséquent, personne n'était présent dans la maison pour ouvrir la porte. Mamadou porta rapidement Adjoa dans leur chambre et la déposa sur le sol. Il prit ensuite une couette pour la couvrir, mais au moment où il s'apprêtait à le faire, il remarqua du sang coulant du nez d'Adjoa. Cela le bouleversa encore plus et le remplit d'effroi. Il se mit à transpirer abondamment. Les coups frappés à la porte devinrent plus forts alors que les parents d'Adjoa insistaient avec agressivité. Pris de panique et totalement perdu, Mamadou se précipita vers la salle de bain. Il s'aspergea d'eau et vêtu uniquement d'un boxeur pour donner l'impression qu'il venait de prendre un bain, il alla ouvrir la porte. Il trouva Kwame et Awa debout devant lui, affichant à la fois de la colère et de l'inquiétude. « Où est notre fille? Où est Adjoa ?» demanda sa mère. « Nous devons la voir immédiatement. Nous avons quelque chose d'urgent à lui dire. Nous avons essayé de l'appeler, mais son téléphone est éteint. Sa batterie doit être faible, » répondit nerveusement Mamadou. « Vous savez, elle charge rarement son téléphone, sauf quand je le fais pour elle. Alors où est-elle? Nous devons lui parler, s'il te plaît, » insista Kwame. Mamadou balbutia, la peur se lisant sur son visage. « Elle est sortie ce matin. Elle m'a dit qu'elle allait voir une amie, mais elle n'est pas encore revenue. » Les parents d'Adjoa échangèrent un regard inquiet. Ils sentèrent que quelque chose n'allait pas. Les réponses de Mamadou manquèrent d'assurance et son langage corporel était inhabituel. « Alors pourquoi as-tu mis si longtemps à nous ouvrir la porte? Nous frappons depuis un bon moment, » demanda Kwame avec curiosité. « Eh bien, comme vous pouvez le voir, je suis encore mouillé, » répondit Mamadou en montrant son corps. « Je viens juste de sortir de la chambre. Je prenais une douche quand j'ai entendu les coups insistants à la porte. Et tes domestiques? Pourquoi n'ont-ils pas ouvert? » intervint Awa. « Malheureusement, je les ai renvoyés, » mentit Mamadou en essayant de se couvrir. « J'attends d'embaucher une nouvelle aide ménagère par l'intermédiaire d'une agence. Comme vous le voyez, je suis encore mouillé et j'ai une réunion importante dans 1 heure. Je suis déjà en retard, alors je dois vraiment y aller. Dès qu'Adjoa rentrera, je lui dirai de vous appeler. » Il précipita ses paroles avant de raccompagner les parents d'Adjoa à la porte et de la refermer derrière eux. Kwame et Awa partirent avec un sentiment de méfiance. « Es-tu sûr que Mamadou va bien? Il agit bizarrement aujourd'hui. Ce n'est pas sa façon habituelle de parler, » fit remarquer Kwame. « Il ne nous a même pas laissé entrer dans le salon. »« Attendons le retour d'Adjoa, » répondit Awa avec inquiétude. « J'espère seulement que ma fille est en sécurité, où qu'elle soit. » Dès que Mamadou revint dans la chambre, il ferma la porte et trouva Adjoa toujours inconsciente sur le sol. Un frisson de panique le traversa. Il ne savait pas quoi faire. Tremblant, il s'agenouilla à côté d'elle et la secoua vigoureusement pour tenter de la réveiller, mais elle resta immobile. Pendant un instant, il fut totalement désemparé, au bord des larmes. Puis une idée lui vint. Il courut dans la salle de bain et revint avec un seau d'eau. Il aspergea le visage d'Adjoa et soudain, elle reprit connaissance. Dès qu'elle ouvrit les yeux et vit Mamadou, elle se redressa précipitamment. Ses yeux écarquillés de peur fixaient son mari avec terreur. Sous le choc, elle se mit à hurler « À l'aide! Quelqu'un! Aidez-moi! Mon mari est un meurtrier !» Sans réfléchir, Mamadou se précipita sur elle, plaquant sa main sur sa bouche pour étouffer ses cris. Son regard tomba sur un maillot traînant au sol. Il l'attrapa, le déchira en plusieurs morceaux et enfourra une bande dans la bouche d'Adjoa pour l'empêcher de crier. Pour la faire taire définitivement, Mamadou se précipita vers son armoire, en sortit une corde solide et l'utilisa pour attacher Adjoa. « Je ne veux plus entendre un seul cri de ta part. Si tu cries encore, je te tuerai ici même, et personne ne le saura jamais. Alors sois une bonne fille et reste tranquille. » Paniquée, Adjoa hocha la tête et se tint tranquille. Elle était confuse, incapable de comprendre ce qui se passait. Comment Mamadou avait-il réussi à lui mettre la main dessus? Le dernier souvenir qu'elle avait était d'avoir tenté de quitter la maison discrètement. Puis elle s'était réveillée allongée sur le sol de leur chambre. Rien n'avait de sens. Une douleur vive lui traversa la tête et elle comprit qu'elle avait probablement été assommée par Mamadou. La peur l'envahit alors qu'elle luttait pour se libérer. Plus elle se débattait, plus la corde s'enfonçait profondément dans sa peau, laissant des coupures douloureuses. Lorsqu'elle réalisa que c'était inutile, elle s'arrêta, des larmes roulant sur ses joues, submergée par la panique. Pendant ce temps, Mamadou sortit dans la cour et appela « JBA, JBA, où êtes-vous? Venez ici tout de suite. » JBA était une femme de 65 ans qui travaillait pour Mamadou depuis longtemps, bien avant son mariage avec Mariam. Elle était une domestique fidèle et dévouée, et c'était elle qui s'occupait de Malik. En entendant son nom, JBA accourut. « Monsieur, vous m'avez appelé? »« Oui, j'ai une urgence à régler et je dois partir immédiatement. Je vais être absent pour une longue période et je ne resterai pas à la maison. Je vais donc fermer la porte et voyager tout de suite. En conséquence, je n'aurai pas besoin de vos services pendant mon absence. Mais ne vous inquiétez pas. » Mamadou sortit une liasse de billets et la tendit à JBA. « Je vous paierai toujours votre salaire chaque mois, même si je ne suis pas là. Prenez cet argent et partez immédiatement. Dès mon retour, je vous contacterai pour que vous repreniez votre travail. » JBA, surprise, regarda l'argent avec stupeur. En 20 ans de service auprès de Mamadou, elle ne l'avait jamais vu aussi pressée et agitée. Intriguée, elle demanda « Monsieur, est-ce que tout va bien? » « Ne vous inquiétez pas, » répondit sèchement Mamadou. « Allez-y, partez maintenant. » « Mais qu'en est-il de Malik? » Il
dort encore. Qui s'occupera de lui lorsqu'il se réveillera en votre absence? Ne vous en faites pas pour ça. Je vais gérer, répliqua Mamadou d'un ton ferme. Bien que confuse et inquiète, JBA retourna dans sa chambre, fit ses valises et quitta les lieux. Dès son départ, Mamadou verrouilla soigneusement les portes. Il entra dans la maison et alla vérifier Adjoa, toujours attachée dans la chambre. Après s'être assuré qu'elle ne pouvait pas s'échapper, il verrouilla la pièce et emporta les clés avec lui. Ensuite, il se rendit dans la chambre de son fils Malik, qui dormait paisiblement. Il le souleva délicatement, le porta jusqu'à la voiture et partit, laissant Adjoa enfermée seule à l'intérieur. Mamadou se dirigea chez sa sœur, Imani. À son arrivée, il lui expliqua « Je n'ai personne pour m'aider à m'occuper de Malik en ce moment. J'aimerais qu'il reste ici avec toi quelque temps, jusqu'à ce que je puisse engager une nouvelle nounou. S'il te plaît, aide-moi. » Imani, trouvant cette demande inhabituelle, le regarda avec curiosité et demanda « Qu'est-il arrivé à votre autre nounou? Pourquoi ne peut-elle pas s'occuper de lui? » « Eh bien, j'ai découvert qu'elle me volait de l'argent. Alors j'ai dû la renvoyer. Je ne peux pas garder une voleuse sous mon toit, répondit Mamadou en mentant. Et Mariam, elle ne peut pas s'occuper de son propre enfant? Ma sœur, répondit-il avec un air accablé, Mariam est enceinte et ne se sent pas bien. Elle en est encore au début de sa grossesse et je ne veux pas lui imposer la charge de Malik en plus de son état. Encore un mensonge. Se sentant désolée pour lui, Imani accepta immédiatement de s'occuper de Malik. N'étant pas encore mariée, elle était très attachée à son neveu. Après cette brève discussion, Imani porta Malik dans sa chambre, pendant que Mamadou s'éclipsait en toute hâte. Dès son retour chez lui, Mamadou se précipita directement dans la chambre d'Adjoa. Il déverrouilla la porte et la trouva allongée sur le sol, toujours attachée, mais endormie. Il s'approcha et la secoua pour la réveiller avant de sortir son téléphone de sa poche. « Voilà ton téléphone, dit-il froidement. Maintenant, écoute bien, je vais appeler tes parents. Tu vas leur dire que tu es allé rendre visite à une amie et que tu ne rentreras pas ce soir. Si tu n'obéis pas exactement à mes instructions, je te tuerai sur le champ et personne ne saura jamais ce qui t'est arrivé. » Par peur, Adjoa hocha la tête et accepta. Lorsque Mamadou appela ses parents, elle mentit, leur affirmant qu'elle était chez une amie et qu'elle ne rentrerait pas cette nuit-là. Une fois l'appel terminé, des larmes coulèrent silencieusement sur son visage. Toujours en pleurs, elle se tourna vers Mamadou et demanda d'une voix brisée « Pourquoi me fais-tu ça? Qu'ai-je fait pour mériter un tel traitement? Pourquoi m'enchaînes-tu comme si j'étais une criminelle? Regarde-moi, attachée comme une voleuse. C'est juste, d'abord, tu m'as empêché de travailler ou de poursuivre mes études, et maintenant ça, est-ce pour ça que tu m'as épousée ?» Mamadou la fixa froidement et répliqua « Tu es plus qu'une voleuse, et tu mérites d'être traitée comme telle. Après tout l'argent que j'ai dépensé pour ta famille, tu crois pouvoir me quitter comme si de rien n'était? Eh bien, ça n'arrivera pas. Je vais t'enfermer ici et m'assurer que tu paies le prix de ta cupidité. » Après ces mots, il quitta la pièce en claquant la porte. Adjoa resta attachée dans cette chambre pendant 4 jours, sans pouvoir se laver ni prendre soin d'elle-même. Chaque matin et chaque soir, Mamadou venait lui apporter de la nourriture et de l'eau, la nourrissant lui-même. Le 5e jour, Mamadou engagea plusieurs gardes et leur ordonna de surveiller étroitement la maison, leur interdisant de la laisser s'échapper sous aucun prétexte. Puis il détacha Adjoa et lui lança « Tu es libre de te déplacer dans la maison maintenant, mais ne te fais pas d'illusions. Tu ne peux pas t'échapper. » Elle se retrouva prisonnière dans sa propre maison, sans moyen d'appeler à l'aide, de crier ou de contacter qui que ce soit. 10 jours passèrent. Les parents d'Adjoa étaient rongés d'inquiétude. Ils avaient essayé de l'appeler à plusieurs reprises, mais son numéro restait injoignable. Leur inquiétude se transforma en peur, car Adjoa avait l'habitude de les appeler tous les jours ou de leur rendre visite, étant donné la proximité de leur maison. Comprenant que quelque chose n'allait pas, ils décidèrent de se rendre à nouveau chez Mamadou pour obtenir des réponses. Mais à leur arrivée, ils furent stoppés à l'entrée par un gardien qui leur refusa l'accès à la propriété, suivant les ordres stricts de Mamadou. Les parents d'Adjoa comprirent alors que quelque chose n'allait vraiment pas. Terrifiés pour la sécurité de leur fille, ils se précipitèrent au commissariat le plus proche pour signaler sa disparition et désigner Mamadou comme principal suspect. Ils exigèrent son arrestation immédiate afin qu'il explique où se trouvait leur fille. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Mamadou était un homme influent, bien entouré et protégé par des relations puissantes. La police accepta d'intervenir et accompagna les parents d'Adjoa jusqu'à la maison de Mamadou. À leur arrivée, les agents exigèrent de voir ce dernier et menacèrent de forcer l'entrée s'il refusait de coopérer. Depuis son balcon, Mamadou les observait calmement. Sans perdre une seconde, il décrocha son téléphone et appela le commissaire de police, l'informant que des agents d'une unité spécifique tentèrent de l'arrêter. Quelques minutes plus tard, l'un des policiers reçut un appel du commissaire lui ordonnant de quitter immédiatement la propriété. Les parents d'Adjoa assistèrent, impuissants, à la scène. Les agents se tournèrent vers eux et d'un ton désolé, déclarèrent « S'il vous plaît, monsieur, madame, nous avons reçu un ordre venant de nos supérieurs. Cet homme ne peut pas être arrêté et nous ne pouvons rien y faire. Nos mains sont liées. » Puis ils partirent, laissant les parents d'Adjoa
Adjoa seule face à leur désespoir. Pendant ce temps, Adjoa, qui observait la scène depuis la fenêtre de sa chambre, sentit l'espoir monter en elle. Elle s'apprêtait à crier à l'aide dès que les policiers entreraient dans la maison. Mais en voyant les agents rebrousser chemin après un simple appel, son espoir se transforma en frustration et en détresse. Le cœur brisé, elle comprit que les efforts de ses parents avaient été vains. Dévastée, elle se recroquevilla sur son lit et éclata en sanglots. Mais au milieu de ses larmes, une pensée sombre germa dans son esprit. Cette nuit, tout allait prendre fin. Elle tuerait Mamadou dans son sommeil. Dès qu'il s'endormit, Adjoa se glissa discrètement hors de sa chambre et se dirigea vers la cuisine. Elle saisit un couteau et s'introduisit silencieusement dans la chambre de Mamadou. À pas feutrés, elle s'approcha de son lit, leva la main et s'apprêta à le poignarder, quand soudain, le téléphone de Mamadou sonna, le réveillant en sursaut. En ouvrant les yeux, il aperçut Adjoa, un couteau levé au-dessus de lui. Instinctivement, il attrapa son poignet juste avant qu'elle ne puisse l'enfoncer dans sa poitrine. Un combat éclata entre eux pour le contrôle de l'arme, mais la force de Mamadou prit rapidement le dessus. Il lui arracha le couteau et, sans réfléchir, lui assena 3 coups dans l'abdomen. Adjoa s'effondra au sol, le sang s'écoulant de ses blessures. La douleur était insoutenable. Tandis qu'elle luttait pour respirer, Mamadou resta figé, la regardant sans réagir. Il savait qu'emmener Adjoa à l'hôpital n'était pas une option. Il resta debout, incapable de bouger, jusqu'à ce qu'elle rende son dernier souffle. Terrifié par ce qu'il venait de commettre, Mamadou leva les yeux vers le corps inerte d'Adjoa, qui refroidissait déjà. Il se demanda, paniqué, ce qu'il devait faire. Il observa ses mains ensanglantées et murmura « Qu'ai-je fait? Comment vais-je annoncer à ses parents que leur fille unique est morte et que c'est moi qui l'ai tuée? Mon Dieu, il faut que je fasse quelque chose. Ils ne doivent jamais découvrir la vérité. » Pris de peur, Mamadou descendit précipitamment les escaliers et attrapa une pelle. Il se mit alors à creuser une fosse peu profonde derrière sa maison. Une fois terminé, il enveloppa le corps sans vie d'Adjoa dans un tissu et l'enterra dans la tombe improvisée. Il recouvrit rapidement le trou avant de retourner se coucher, tentant de faire comme si de rien n'était. Cette nuit-là, la mère d'Adjoa, Awa, fit un rêve troublant. Dans son cauchemar, elle vit sa fille allongée au bord d'une rivière, les mains et les pieds attachés. Horrifiée, elle tenta de courir vers elle pour l'aider, mais assista impuissante à une scène terrifiante. Mamadou poussa Adjoa dans l'eau, elle se débattit désespérément, mais finit par couler sous les flots sans que personne ne puisse lui venir en aide. Ce cauchemar glaça Awa d'effroi. En se réveillant en sursaut, elle poussa un cri qui fit sursauter son mari. Kwame demanda à sa femme de quoi elle avait rêvé. Tremblante, Awa lui raconta le cauchemar terrifiant qu'elle avait fait à propos de leur fille. Cette nuit-là, ils furent envahis par l'angoisse, craignant qu'il ne soit arrivé quelque chose de grave à Adjoa. Incapables de trouver le sommeil, ils attendirent impatiemment le lever du jour. Dès que le premier coq chanta, Kwame et Awa se précipitèrent vers la résidence de Mamadou, hurlant et exigeant de voir leur fille. « Mamadou, qu'as-tu fait à ma fille ?» cria Awa, désemparée. « Rends-moi mon enfant, rends-moi ma fille unique. Elle est tout ce que j'ai. » Mais les vigiles de Mamadou ne la laissèrent pas continuer ses cris. Sans ménagement, ils expulsèrent les parents d'Adjoa de la propriété. Pourtant, Awa refusa d'abandonner. Elle resta près du portail, le frappant de ses poings tout en criant et suppliant. L'agitation devint si intense qu'un des vigiles sortit, armé d'une matraque, prêt à la faire taire par la force. Prise de panique, Awa recula brusquement, trébucha et tomba dans un caniveau, se blessant à la jambe. Kwame, témoin de l'humiliation qu'il subissait de la part de Mamadou, décida alors de porter l'affaire devant la justice. Il engagea des poursuites contre lui. Cependant, le jour où le tribunal devait siéger, Mamadou usa de son influence et soudoya le juge. L'affaire fut reportée, puis continuellement ajournée pendant plus de 8 mois. Déterminé à obtenir justice, Kwame alla jusqu'à vendre la voiture que Mamadou lui avait offerte quelques mois plus tôt, espérant ainsi réunir assez d'argent pour poursuivre le procès. Malheureusement, la majeure partie des fonds fut engloutie dans les frais d'avocat. Les choses prirent une tournure encore plus dramatique lorsque Kwame perdit son emploi. Sans revenu, il ne pouvait plus payer son avocat ni poursuivre l'affaire contre Mamadou. Finalement, le dossier fut classé sans suite. La situation des parents d'Adjoa devint insoutenable. Sans ressources, ils peinaient à se nourrir et ne pouvaient plus payer leur loyer. Saisissant l'opportunité, Mamadou les expulsa de la maison qu'il leur avait louée. Désemparés et sans autre choix, Kwame et Awa décidèrent de retourner dans leur village natal, brisés par la douleur et le sentiment d'injustice. Quand Mamadou vit leur